Simplify sur l'année 2026, c'était les 3 premiers mois, un incubateur. Le fait que je prenne des pourcentages chez des créateurs et entrepreneurs, c'était simplement un side au début, qui est devenu une grosse partie de mon CA et qui au final, quand j'ai arrêté le Simplify incubateur avec mes anciens associés, on était 3 sur le business. Simplify du coup s'en s'est tenu à accompagner en prenant 30 à 50% du business des créateurs entrepreneurs et avoir des offres à étiquette où c'était 20 000 € les 5 jours avec moi à Bali pour les entrepreneurs aussi. Ça, j'en ai fait, je crois, 3 ou 4 années. Aujourd'hui, j'arrive à fin 2025. On a fait un gros bilan sur toutes les erreurs qui ont été faites avec les associations, avec les contrats, avec ma manière de manager, mon mindset aussi, mes croyances limitantes. J'ai fait un gros point là-dessus. Et donc, 2026, on relance officiellement l'incubateur d'entrepreneurs, plus structuré. Même si, en vrai, l'accompagnement qu'on avait sur Simplify était vraiment top. Relancer ça de manière simple. Je veux pas aller chercher 100-150K par mois avec ça. Je veux aller chercher un 20 000, 30 000 € de profit mensuel simple. On a un Simplify du coup incubateur qui s'adresse Là, pour le coup, aux entrepreneurs, copywriters, community managers, agences marketing, qui sont à 2-3 crans en dessous de nous. Pas non plus au niveau 0, parce que ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Des gens qui font déjà les 100-200 000 € par an de CA, mais c'est un peu une usine à gaz et ils font peut-être 20 ou 30% de profit, ou alors 90% de profit, mais ils sont en burn-out complet, et ça dépend, et tout repose sur leur épaule. Et nous, on va leur apprendre à simplifier leur entreprise, processiser leur boîte, déléguer correctement et scaler avec le système VSL, low-ticket, high-ticket qu'on peut faire. Niveau délivrabilité, ce soit simple et que les gens aient beaucoup de résultats. Donc ça veut dire peu de clients. Revenu goal, on veut 4 clients par mois qui nous payent 4 000 €. Donc ça nous fait du 40 000 € par mois. Et ça, c'est avec la formule du coup d'avoir un closer qui est et un Customer Success Manager. Mais tu verras que j'ai pensé à un autre système, c'est que le closer soit en fait le coach. Et le système Simplify, du coup, il marchait bien là-dessus, parce que la personne que tu avais en face de toi, c'était pas un coach, enfin c'était pas un closer, c'était un coach. Ouais. Et du coup, quand le closer c'est aussi le coach, ou quand le closer c'est aussi celui qui Dès qu'il y a des close, questions, il y a de la valeur qui est il sait y répondre, c'est de la valeur, mais surtout il est responsable de qui est-ce qu'il accepte. Ouais. Alors que le closer, il veut juste faire rentrer du cash, et ça cannibalise un peu qui est dans le programme. Et le but de tout ça, c'est d'avoir une communauté de 40 personnes en rotation, 50 personnes qui sont méga quali en fait, et qui se poussent les uns les autres. Je sais que Simplify de base, quand je gérais les ads, on avait un coût par call quali à 150 €. Donc je me suis dit, coût par call à 250 €. Objectif réalisable, simple. Un closing rate à 25%. Historiquement, sur du quali, on était plutôt à 30-40. Donc on va chercher une personne sur 4 qu'on a dans un closing, ça rentre. Ça veut dire qu'on a besoin de 40 appels pour avoir 10 ventes. 40 appels, ça fait 2 appels par jour du lundi au vendredi. Ça veut dire un coût par acquisition à 1 000 €. Donc on paye 1 000 € pour avoir un client qui nous paye 4 000 €. Donc on doit dépenser logiquement 10 000 € par mois pour générer 40 000 € ici. Le closer, il va prendre 10%. Donc il va nous coûter 4 000 €. Donc il faut qu'on trouve un closer qui a une vision de rester long terme dans la boîte. Et surtout, c'est là où c'est intéressant, c'est que si on lui dit « tu vas devenir coach pour nous », il va de 1 apprendre, il va ensuite être formé, il va rentrer dans la vision de l'équipe, il va être responsable du succès des clients et on va pour lui donner un fixe dès le début. Ouais. Et c'est là où tous les closers, du coup, ils seront intéressés de venir chez nous. Content Team. Je me suis fixé un budget à 1 500 € par mois. Je veux pas un budget de malade, je veux que ce soit simple à gérer. Et ça se repose sur, je crois que c'était 3 à 4 shorts / Instagram sur la semaine. Ripostés sur un peu tous les réseaux, donc YouTube, etc. Et c'était une vidéo par semaine sur YouTube. Les outils, on a Aeros à 230 €, System.io à 47, iClosed à 200 €. Maintenant, la simulation cash flow, parce que ça c'est joli dit comme ça paraît simple, mais quand tu lances les ads, tu as un time to sell, un temps d'attente d'achat en vrai sur le high ticket, c'est 3 à 4 mois. Je me suis mis objectif de 2 mois parce qu'on est bon en closing, j'ai une réputation, donc c'est ok. 2 mois, ça veut dire que le moment où je gère les ads,
la première personne qui va me voir va attendre 2 mois en regardant les contenus, les newsletters, les machins et me faire confiance pour enfin me donner 4 000 euros. C'est-à-dire que le premier mois, on perd 13 000 euros. Le deuxième mois, on perd 13 000 euros. Le troisième mois, on perd ça et ensuite on gagne. Parce qu'il y a aussi la dynamique de les gens, quand ils payent, ils ne payent pas 4 000 euros fixes. Ils peuvent nous payer en 4 fois. Donc j'ai fait une simulation la plus catastrophique possible avec le premier achat à 2 mois et ils payent tous en 4 fois. Ok. Donc 1 000 euros par mois en 4 fois. Donc ça veut dire que on va burn au max à peu près 30 000 euros pour lancer le business. On sera en break-even à partir du mois 4 ou 5. Donc si on commence maintenant, aujourd'hui on est le 31, on va dire les ads, je pense qu'elles vont être lancées en vrai pour être en tout cas réaliste en mars. On va dire qu'en juin, avril, mai, en mai, je suis rentable. Enfin en mai, je commence à ne pas perdre d'argent. Ouais. En juillet, juillet, août, je commence à faire de l'argent. Donc on a besoin d'une trésorerie si on est vraiment large à 40 000 euros. Et on fera un profit annuel sur la première année de 150 000 euros. Et là, je suis sur un business où ouais, déjà c'est méga pessimiste parce qu'en vrai de vrai, j'en ai lancé des dizaines de VSL, on n'a pas perdu un seul centime sur tous les business qu'on a lancés, notamment Simplify quand je l'avais lancé de zéro avec aucune compétence sur YouTube Ads. On était break-even dès la semaine 2, donc tranquille. Mais je me dis ça, on part là-dessus. Partir pessimiste. Je considère que c'est un succès si en Q4 2026, on a 20K qui rentrent, que c'est simple à gérer, que les clients sont cool, qu'on n'a pas de cassos, qu'on a des leads qualifiés, qu'on n'a pas à faire du setting closing, on les supplie de nous acheter. Ouais. Mais que tout est bien On géré. n'a pas besoin de se vendre en fait. Et le côté agence du coup, qu'on a renommé Simplify Studio, parce que Simplify Agency, ça faisait un peu cheap. Studio j'aime bien, toi t'aimes pas, moi j'aime bien. Le studio, ça sera pour qui du coup? C'est pour des personnalités publiques ou des créateurs qui font déjà beaucoup d'argent et qui veulent déléguer toute la partie marketing et back-end sur la partie infoprenariale. Le danger d'être... On est dépendant de tierces personnes. Ouais, on est dépendant de la vitesse d'exécution et de la vision des personnes vu qu'on se plug à des personnalités publiques. Si eux, pendant 3 mois, ils sont en shooting parce qu'ils font Fort Boyard, parce qu'ils ont dansé avec les stars, parce qu'ils ont ceci ou parce que c'est ça, chose qui nous sont vraiment arrivées, pendant 3 mois, c'est en pause, l'infoprenariat. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai fait une vision, mais pour l'année 2026, j'ai décidé d'avoir une vision. C'est un peu contradictoire à ce que je prends depuis le début, mais qui est peu ambitieuse. Tu as aussi pu envie de vraiment te casser le crâne. Grave. Et que c'est bien beau d'avoir des gros objectifs, d'avoir des gros buts, mais ça met aussi énormément de pression. À tout le monde. À tout le monde. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un business périn, simple et avec une bonne cohésion d'équipe. Je vais descendre le truc parce qu'on te voit. De manière très concrète, les objectifs. Côté studio, on a déjà en fait tous les clients idéaux qu'on veut. On a en collaboration avec qui est un deuxième business. On a Poisson Fécond, Stéphane Carapel, Charles Poujade et Mister Max. 6 profils, 6 business, 6 projets qui sont ultra passionnants. Les mecs sont adorables, ils sont putain de cool et tu as vraiment profondément envie de les aider parce que c'est des vrais mecs que tu as envie d'aider. Donc on n'a pas de clients chiants, ça c'est trop bien. Ouais. On n'a aucun mec qui nous micromanage, Ouais. c'est trop bien aussi. On n'a que des gens qui nous font confiance. Et donc on est 100% responsable de leur succès. Et ça c'est cool. Donc la priorité numéro 1 avec Simplify Studio, c'est pas de faire de la nouvelle acquisition, c'est de processiser, de lancer et de scaler. On va créer du contenu, on va parler de l'agence, on va parler du studio pour avoir une rotation. S'il y a un mec qui va abandonner le projet, s'il veut pour X ou Y raison arrêter parce que j'en sais rien, il faut qu'on puisse avoir une rotation et qu'on puisse avoir nos 5-6 personnes au moins. Si on dépend d'une seule grosse tête, c'est la merde parce que c'est beaucoup de stress. Parce que c'est beaucoup de stress de se dire tiens, si on délivre pas, et tu te sens un peu obligé de lui sucer la queue à ce client. Ouais. Pour rien, ça lui met de la pression, ça crée une vibe un peu bizarre et au final tu perds le client alors que de base tu as juste paniqué pour rien. Donc il faut qu'on passe de ces 6 au moins à 10, qu'on en ait 4 de plus qui soient tout autant qualifiés, mais qu'on se mette pas la pression sur aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, c'est ok là-dessus. J'ai quand même lancé ce business moi de base quand j'avais 18 ans pour aider les gens, tu vois. Et j'aime profondément aider les gens. Bon, regarde un peu comme ça. Ah, je passe pour un connard là. T'es sérieux? J'ai coaché 1200 personnes. Tu sais ça?
Non. Maintenant, je le Bah, sais. tu le sais. C'est pas bon pour notre Et du coup, image. t'as gardé un lien avec tes 1200 personnes? Je les connais tous. Je connais leurs prénoms. Non, en vrai, je suis pas bon pour garder le lien sur long terme. Mais je suis un très bon Sans pote. blague. Sans déconner. C'est vrai que je suis un peu casanier et un peu pas ouf. Vas-y, décris-moi. Décris-moi voir comment tu nous décris si devant 1000 personnes là, qui vont le regarder. J'analyse plus ou moins la personne que je suis. Oula, vas-y. Très ambitieux, t'as énormément travaillé, Ouais. sauf que dans le travail, tu t'es enfermé et t'as très peu confiance dans les gens avec qui tu travailles aujourd'hui. J'ai très plus confiance. Ouais, voilà, Ouais. aujourd'hui. Ah, c'est clair. Le fait que t'aies énormément travaillé et que tu t'es enfermé dans le travail, ça t'a coupé un truc social qui fait que t'as besoin de personne d'autre. T'as besoin de personne pour avoir du fun ou quoi que ce soit parce que déjà t'as ta chérie. Et quand t'es en C'est couple, vrai. c'est aussi une dynamique qui est très très différente. C'est vrai. Les trucs qui te font kiffer, c'est travailler avec les gens sur des projets cool. Ouais. Donc tu vois, genre. Tu vois que je suis quand même sociable en vrai, d'une certaine façon. Oui, enfin, on va pas parler des les textes que t'envoies et qu'au final les gens te répondent pas. Non, mais T'as un problème sur les interactions sociales. Tu sais, genre comment rédiger tes messages ou des trucs comme ça. Parce que tu penses parfois, genre, je suis autiste, putain. tu t'y connais énormément en psychologie humaine, tu sais lire les gens et ça fait peur aux gens. Et Ouais, de fou, putain. De fou, ça, on m'a fait la remarque plusieurs fois. Voilà. Et le fait qu'on te l'a fait à la remarque plusieurs fois, Ouais. aujourd'hui, t'essayes de shut down un peu ce côté de toi Grave. parce De que. plus coacher les gens du tout, ouais. Voilà. Grave, même t'as raison. C'est bien, c'est une bonne analyse. C'est vrai. Mais c'est que ça a créé de vrais problèmes et que t'as vu, que les personnes, au final, quand elles me font confiance à 100%. Ouais. Dès qu'elles ressentent qu'il y a une embrouille, il y a une espèce de peur qui se crée et de vouloir Romain me manipule. Mais ça, Et je suis direct en mode manipulateur. Mais ça, c'est Mais pas ton direct. problème, ça, c'est les insécurités des autres, en fait. Aussi, mais bon, ça reste aussi ma responsabilité d'échanger, de me mettre dans la bonne case dans la tête des gens, tu vois. J'ai pas envie d'être dans la case manipulateur toute ma vie, quoi. Mais ça, c'est les insécurités Je suis des très vite catégorisé comme le gros méchant loup. Mais, en soi, ce qui est ok, hein. Mais, Nina, sois honnête, les dernières semaines. Il fait des efforts. Voilà. Il fait énormément d'efforts. Mais ça, je pense que c'est parce que je suis rentrée dans sa vie. Ah, ça doit être ça. Merci, Nina. Non, mais, sérieusement, on bipera son prénom, mais avec qui, du coup, ça s'est mal terminé alors qu'on a fait 2 ans de collaboration de fou malade. Et bien, j'ai fait le premier pas. Ouais. Et Ça, c'est bien. et c'est trop bien. Et tu vois, je suis fier de moi Ouais. pour ça. Est-ce que tu trouves que depuis que je suis rentrée dans Simplify, le fait qu'on ait beaucoup d'échanges, etc., ça a changé ta manière d'agir, en fait? Ouais, Genre bien sûr. toi, quand je te pousse à aller à ton dîner que tu veux annuler, à fond. ou des trucs comme ça, parce que tu as toujours travaillé À seul, fond. et le fait qu'on fasse des sessions comme ça... Ah ouais, clairement. Avoir quelqu'un avec qui on travaille en physique, on confronte les idées et juste aussi on parle de manière globale, ça aide de malade. Ah ouais, putain, j'ai fait un truc. C'est overworking self-doubt. En fait, c'est quand t'es tout le temps en mouvement, t'as même pas le temps de douter. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que l'un des trucs qui m'est arrivé, c'est que les derniers mois, vu que j'avais beaucoup de temps pour penser, ben je recomplexifiais trop. tout. Je pensais trop. Ah putain, d'ailleurs, je suis con. J'ai le call avec Genflow là. On reprend tout à l'heure. The thing is, right now, as you said, it's the time of the year where I reflect a lot and I want to start fresh my new year. Jazz, c'est l'un des bras droits de Shan, qui a créé l'agence Genflow. Genflow, ils m'ont accompagné pendant plus de 6 mois. Et là, on est sur du coup la fin de l'accompagnement. Et c'est la bonne occasion de faire un débrief sur l'accompagnement des 6 mois que j'ai vécu avec eux et de terminer mon année avec un débrief de toute mon année justement avec lui. On a passé plus d'1h30 en call ensemble. Pour le contexte, Genflow, c'est plus de 300 millions d'euros générés pour leurs clients. Ils ont le même modèle que moi, mais eux sur le marché US. Beaucoup plus global. Ils accompagnent les Iman Ghazi, les Logan Paul et d'autres créateurs qui sont les plus gros créateurs mondiaux. Rien que l'agence a encaissé plus de 100 millions pour eux. Et donc, quand je suis rentré dans l'accompagnement, moi, je voulais vraiment développer Simplify Studio, qui était ma priorité. Mieux me structurer, mieux processiser, rendre ça plus simple. Et même si je n'aspire pas à devenir aussi gros qu'eux, parce que c'est une usine à gaz, il y a plus de 150 employés, ils
ils m'ont quand même énormément aidé. Les techniques qu'eux ont utilisées purement et simplement pour scaler leurs créateurs et faire des lancements à plusieurs millions d'euros. Chose que donc aujourd'hui je suis capable de faire. Et bref, aujourd'hui du coup un échange hyper cool avec Ja, que j'ai rencontré aussi à Bali quand il était sur place. Je vais vous laisser quelques passages, ça va être en anglais, on va les sous-titrer. Comme ça, vous profitez un peu du coaching que moi j'ai vécu avec Genflow. And it's a good big question on how to organize the team, how to organize the operation, how to basically create the perfect agency. So yeah, 2025, what worked was to kind of overworking myself jobs. Staying in motion kills overthinking. And that's one of the biggest thing I actually learned is that when I was not moving fast enough, I was just overthinking and making things so much complicated than just doing the job. You know, you had some relationships with like professionally that didn't quite work out, that kind of like doesn't allow you to be like trusting of new people that you hire, giving away responsibility, and then you have to like micromanage. You don't want to micromanage because you don't like it. You want people to come in, and you've mentioned here as well, like A players, you know, somebody who gets paid more takes up more ownership naturally as well. But a lot of the times they don't, you know, sometimes even, for example, employee of the year in Genflow. Anyway, I'm going to go through all of that. My question to you is, where do you think this lack of trust comes from? I finished all the worlds I studied when I was actually starting the business. I studied the business because I wanted to help my mom, right? And since the last 2 years, I've been helping her, giving her money every month, and she's not working anymore thanks to this. The thing I'm thinking was to buy her a home, and I actually did right now with my family. We signed the contract, and literally done like a few weeks ago, it was one of the best moments of my life when my brother called me, almost crying. I'm crying. And he was saying, like, brother, we fucking did it after so many years of fucking working, 9 years of working just for this moment. Right now, I have a girlfriend. I have a big villa. I have a new villa that is renting and working so good. We did for 14K in 1 month with the villa we are renting out, you know, in Bali. Wow. My family is good. Everybody's healthy. I literally have no wars anymore to follow. And that's why I say that I'm good under pressure, because I've been in war my whole life for the business. So the question is, right now, when you're in this comfort zone, how do you keep going? When I was in Bali, every person I met is like holistic wellness guru or coach or something. Me, I felt, even though it was like one of the better years in my life, professionally and financially and career-wise, let's say, or just notoriety-wise, I was the most bored, lonely, and kind of even depressed more than any. No, that's the exact same, like, yeah, I was just feeling bored of it. When all the problem came into my life, I was like, oh, finally something to deal with. You know what I mean? Something to fix, something to do, something to, you know. And this comfort zone really killed my happiness in a way that I was not, because I didn't need to be ambitious anymore. I was like, yeah, content. So I think a lot of everything that you've said, it's coming down to like a little bit of boredom. But mainly coming from like comfort and complacency, because you are doing well. So there's no like shame in recognizing, firstly, that you are actually crushing it, that you're doing really well, right? What you need to like ask yourself, or maybe we can discuss it right now, like, why do you want to keep going? How do you shift your identity from I do it because I need it to I do it because I love it? Do you love it? I mean, I love the game, man. So maybe I just have the answer right now, but I love the game of money in so many different ways. And I love making people actually rich. That's funny, you know, to do. That's actually fun to do. I think going to be the fuel for you to then just keep like doing the inputs when they get boring, right? Because you got to create content, you're good at it, you've proven it, you just haven't been doing it because I feel like there's like a misalignment in like how you see yourself and your identity, what you need to focus on, etc. And that's why your content hasn't been like as like actively, you haven't been posting it. C'est méga cool ce qu'il a dit. Enfin, c'est pas du tout ce que j'attendais de lui pendant le call. Bon, en gros, il m'a dit que j'étais une merde. En fait, il a raison sur plein de choses. Il a réveillé pas mal de choses que je me suis dit à moi-même, que je n'étais pas forcément partagé et que je comptais pas partager aux gens. Mais c'est qu'en fait, ouais, j'ai terminé toutes les guerres de pourquoi j'avais commencé. Ouais. Et je me suis retrouvé dans une situation où en fait... T'as plus d'objectif. Ton objectif, il est juste... Bah, j'en avais, mais j'avais pas des trucs qui me prenaient vraiment au trip, quoi.
Et ça, par contre, j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec plusieurs personnes, c'est que j'arrive pas encore à trouver une nouvelle source d'énergie autre que la guerre. It bounce when she walk, bounce when she walk, bounce when she walk, it bounce when she walk, it clap when she walk, clap when she walk, it clap when she walk, clap when she walk. She shaking ass everywhere, ass everywhere, yeah, ass everywhere. Juste après le call avec Ja, j'avoue que j'ai pris quelques jours pour vraiment prendre le temps de réfléchir à toutes les discussions qu'on a vues avec Nina, avec Ja et aussi simplement en introspection. Ass in the air. On est le 3 janvier, il est 17h55 et ça fait du coup 3 jours que j'ai eu le call avec Ja et je m'attendais pas à avoir ce genre de call, donc je vais vous lire un peu les notes de qu'est-ce que je tire de tout ça. Ce que j'ai appris de cet appel un peu que j'appelle un wake-up call. Un wake-up call en anglais, c'est un moment qui va te faire un déclic, un réveil justement, wake-up, réveil, et qui va te mettre un peu une baffe. Pas forcément agréable, mais qui fait quand même du bien. Donc j'ai préparé tout un speech sur les systèmes, la délégation, les SOP, le recrutement pour les confronter à Ja. Et lui dire en gros, vas-y, sur mes plans, qu'est-ce que je garde pas, comment j'organise du coup le côté studio, le côté agence, que j'ai pas forcément envie de scaler parce que j'ai déjà des clients vraiment géniaux et que j'ai envie de garder, que j'ai envie de chouchouter, que j'ai envie d'avancer loin avec eux comme des associés. Et en fait, Ja, il a mis le doigt sur une vérité qui est que je suis dans une zone de confort, les gars. Je suis complaisant, comme il a dit. Et ça, c'est parce que j'ai accompli en soi tous mes rêves, tout ce que je m'étais mis en objectif. Quand je me suis lancé à mes 15 ans, j'en ai aujourd'hui 23, bientôt 24, et bien j'ai tout fait. J'ai ma mère qui, elle a brillé comme on dit. J'ai atteint la liberté financière que je voulais, liberté dans tous les sens du terme, je l'ai. J'ai plus de pression émotionnelle vis-à-vis de l'argent, j'ai plus enfin, on s'en met toujours de la pression, mais je travaille plus pour pouvoir bouffer des pâtes le soir comme je le faisais quand j'étais encore dans mon premier appart à Saint-Etienne, où je bouffais des pâtes au ketchup dégueulasses, mais qui en vrai sont trop bonnes quand tu les bouffes avec du gruyère. La liberté géographique de malade. Hier, mon frère m'a dit, écoute, tu dois être là pour le 22, parce qu'on doit annoncer à ma mère qu'on va lui offrir. En fait, je me suis pas posé une question, parce que c'est juste purement organisationnel, mais le fait de claquer 5 000 € aller-retour pour une business class, c'est plus un problème pour moi. La villa, elle génère du cash en passif. J'ai toujours rêvé d'avoir des revenus passifs. J'ai toujours rêvé d'avoir de l'épargne de côté. Et là, j'ai de l'argent avec des ETF qui tournent. Tous les mois, je fais du DCA vers des ETF où je sais pertinemment que dans les 8 à 12 prochaines années, j'ai 1 million qui génère 3% de rendement en dividende, plus les 5 à 6% d'augmentation. Donc en soi, je peux me mettre à la retraite vers 32 ans, purement vis-à-vis des ETF. Avec le business, ça peut aller plus vite. J'ai une agence qui tourne avec des systèmes, une agence marketing avec des clients de malades mentaux que je kiffe, j'adore ma life. J'ai une villa dans laquelle je vis qui est incroyable, j'ai des bureaux qui sont trop cool. J'ai Nina aussi qui travaille là-bas, j'ai une équipe qui peu à peu se construit, qui est géniale. J'ai ma meuf qui est incroyable, qui gère la villa, qui on travaille ensemble, on bâtit ensemble, on construit ensemble. J'ai même un petit chien. Bref, je me tape une crise de la quarantaine, j'en ai 23 les gars. Enfin bref, en gros toutes les guerres qui me faisaient bouger et qui me faisaient me bouger le cul, sont terminées. C'est-à-dire que depuis plus d'1 an, je suis dans un espèce de... Chaque effort me fait chier. Chaque sortie de zone de confort me fait chier et j'ai plus l'énergie de guerre, vas-y, putain, on y va, que j'avais avant. Donc ce qui se passe vraiment, petit 1, j'attends la pression au lieu de prendre le leadership. C'est une des conséquences de cette zone de confort. J'attends que ce soit une deadline ultra courte, j'attends qu'on me donne un coup de pied au cul, j'attends d'être dans la merde en fait. Je m'auto-sabote en étant dans la merde parce que je suis bon en étant dans la merde. J'ai tellement été habitué à avancer que par douleur que j'attends littéralement à chaque fois d'être dans la merde pour avancer. Et je suis incapable de faire quelque chose en avance. Je n'exécute que quand les deadlines m'écrasent, j'attends que les choses cassent avant de les réparer et je ne prends l'ownership de la situation, donc la responsabilité, que quand c'est la crise. Parce que je suis bon en temps de crise, mais je suis pas bon quand ça va bien. Donc c'était pas un problème de système, c'est un problème de leadership. 2, je dépends trop de l'agence sans construire pour moi. Parce qu'en effet, l'agence marche bien, j'ai juste à aller chercher 4 projets en plus sur l'année, ce qui est vraiment ridicule au vu des résultats que j'apporte à mes clients, le réseau que j'ai, les opportunités que j'ai, les demandes aussi que j'ai. Mais du coup, ça reste un peu frustrant, comme je vous l'ai dit au début, de ne pas construire aussi pour soi. En fait, c'est pas de construire pour soi, parce que l'agence, c'est construire aussi pour moi. Mais c'est
pouvoir avancer à mon propre rythme et ne pas dépendre des autres. Donc ça, c'est cool. Petit 3, je micromanage, je microgère parce que je ne fais confiance à personne. Et c'est marrant parce que moi, j'étais convaincu de l'inverse. Enfin, je sais que j'ai du mal, vraiment du mal, à faire confiance. Mais je pensais qu'avec tous les systèmes, là, c'est bon, ça allait le faire. Mais lui, il m'a dit non. Parce que les SOP, je les ai. Les process, je les ai. Les systèmes, je les ai. La méthode, je l'ai. Mais je ne fais pas confiance. Pas parce que les gens m'ont trahi, même si c'est le cas, mais parce que j'ai été trop confortable pour ne jamais, en fait, me forcer à lâcher prise. Donc j'ai même micromanagé une situation qui m'a fait un peu ce wake-up call encore plus, c'est que j'ai même micromanagé ma chérie sur la villa, et ça c'est le signe qui ne trompe pas, c'est que tous les problèmes que j'avais dans mon premier business se sont répercutés dans le nouveau business de la villa. Je pensais que la cause de ça c'était la structure de mon entreprise, mais c'était moi, c'était juste moi. Le contenu est ma porte de sortie, mais je ne le fais pas. J'ai les connaissances, la preuve sociale, le temps, je sais que le move qui m'a apporté le plus de levier pour l'agence et les infoproduits et pour tous les autres business que je voudrais développer en fait par la suite, d'avoir une personal brand beaucoup plus impactante quoi. Enfin, déjà existante parce que ça fait 2 ans que j'ai pas posté. Et du coup c'est ce que je fais par ces vidéos là. Bon c'est maladroit, hein, le micro des fois il marche pas, la caméra est pas ouf. Là je filme avec un iPhone 15 et la caméra de devant parce que j'ai envie de me voir, c'est plus agréable. Et si je ne crée pas de contenu de façon consistante, c'est parce qu'il n'y a pas de vraies conséquences si je le fais pas. Et c'est ça qui m'a bloqué. Pendant 1 an et demi, vu que je dépends plus de la création de contenu, comme j'en étais dépendant entre 2020 et 2023, je vivais grâce à la création de contenu. Vu que je me suis sorti de ça, parce que ça m'a saoulé la création de contenu, en tout cas la manière dont je faisais la création de contenu était toxique pour moi, en fait maintenant, j'ai tellement bien construit dans un sens que c'est bien, j'ai appris, mais c'est que vu que j'en ai plus besoin, je ne le fais plus. Et c'est un peu le truc qui se répète encore et encore et encore, et ça dans tout dans ma vie. Dans le sport, dans les relations pro, perso, amicales, amoureuses. J'ai un problème avec le fait que dès que je n'ai plus besoin de faire quelque chose, je ne le fais plus. Donc il faut que je trouve... On va revenir un peu à la chute de tout ça, mais le gros pourquoi, le gros why, une nouvelle motivation, autre que la détresse. Parce que j'ai un peu ce truc-là de j'attends que ça berde pour pouvoir le fixer. Parce que je suis très bon dans en fait, les situations de panique. Mais quand ça va bien, oubliez-moi. C'est pas bon. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon agence, elle est aussi basée sur faire des énormes lancements organiques. Parce que les lancements organiques, tout le monde déteste, mais moi j'adore. Parce que ça veut dire que tu as plein de trucs à manager en même temps. Parce que ça veut dire qu'il y a une énorme part d'inconnu. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de paramètres à calculer en simultané. Et bref, c'est un peu ça quoi. Donc c'est pour ça que je suis bon. Ce que j'ai écrit là, c'est un autre chapitre sur, enfin très court, mais la crise d'identité. C'est un peu chelou de dire ça à 23 ans. Mais on en a tous et à tout âge. Et là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que moi, j'ai construit mon identité sur le fait d'être en guerre. De le hustler qui grind, qui doit faire les choses, qui adore la souffrance. Parce que c'est quand tu es au début de ton business, de ton truc, tu es obligé un peu d'aimer cette douleur-là, de vas-y, j'en chie, je me justifie pas, et vas-y, let's go. Mais c'est ce truc de colère qui te motive au début. Ja a été direct là-dessus, et j'ai besoin d'un nouveau why, qui n'est pas basé sur la rareté ou la nécessité. Et ça, c'est un truc qui m'a fait un putain de déclic. Je me suis dit, mais je savais même pas qu'il y avait plusieurs types de pourquoi. Pour moi, un why, c'est forcément sortir d'une situation, c'est forcément un truc qui te... Donc la vraie question que j'esquive, c'est pourquoi continuer à construire quand la vie est déjà bien, est déjà bonne. Parce que tous ces discours sur les systèmes, les SOP, la structure de l'équipe, c'est de la masturbation intellectuelle. Du travail pour éviter le vrai travail. Trouver ce qui me drive vraiment. Et je vais l'écrire sur un papier et ce sera fait. Je vais pas overthinker là-dessus pendant des années. Et je vais pas non plus aller me shooter à des champignons à Ubud, à Bali, là, et faire aller mourir des arbres. On est bien d'accord. Mais ça reste un truc qui est intéressant à processer. C'est que le travail que je faisais sur les structures, les SOP, les machins, si j'en fais trop, ça devient aussi la masturbation intellectuelle. Donc il faut que j'en fasse suffisamment, mais le minimum quand même, pour donner suffisamment de confiance et responsabilité aux personnes dont c'est leur rôle. Et là où je pensais que les aider, voire même prendre le leadership sur certaines tâches que je leur ai dit de faire, ça allait les aider, et en fait non. Et ça c'est ma chérie qui me l'a fait savoir. Elle me l'a dit d'une manière magnifique, qui m'a touché d'ailleurs, c'est qu'elle m'a dit la manière suivante. Mais d'abord je vais vous poser le contexte. On gère la villa. À chaque fois qu'on
qu'on a un nouveau booking, on crée un message sur WhatsApp, on fait un groupe WhatsApp avec la personne, avec le manager, donc ma chérie, moi, et du coup on le fera plus, et la personne qui fait le check-in et check-out à la villa. Et en fait, moi j'avais positionné ma chérie comme la villa manager. Je lui avais enseigné comment le faire, c'était assez simple, etc. Sauf que des fois, je prenais le leadership dans la conversation. J'étais un connard. Enfin, c'est insupportable de faire ça. Imaginez quelqu'un vous dit, ok, fais ci, fais ça, et après, il le fait lui-même, et après, il vous culpabilise pour ça, même si j'avais pas des mots culpabilisants, mais mes actions étaient culpabilisantes. Tu sais, c'est un peu comme quand ceux qui ont des frères et sœurs, putain, ils vont tellement reconnaître. Ton frère ou ta sœur qui te dit va faire le lave-vaisselle, tu lui dis oui, attends, dès que j'ai terminé, j'en sais rien, ma partie de jeu vidéo, je le fais, et en fait elle le fait avant. Ou alors, quand tu étais sur le point de le faire et que quelqu'un te dit de le faire, t'as plus envie de le faire. Et en fait c'était ça ce que je donnais comme sensation, comme émotion. Et il m'a dit, mais laisse-moi être fier de ce que je fais, laisse-moi me planter. Et c'est pas ton rôle, reste dans ton rôle de fondeur. Et là je me suis dit, ah, bah, t'as raison. Viens, on se marie. Oui, et d'ailleurs, pour revenir sur le call avec lui, c'est marrant parce qu'on a vraiment vécu les mêmes choses cette année. Lui, il me disait que l'année était financièrement une grande réussite. Moi aussi, j'ai jamais fait autant d'argent aussi bien. Jamais aussi autant de trésor. Mais une année plutôt ennuyeuse, seule et déprimée. Et franchement, pareil. Il a perdu 140 000 euros en crypto juste par ennui. Pas par stupidité, hein, mais par ennui. Parce qu'il était complaisant. Sa vie était bien. Elle était déjà cool, sa vie. Et par ennui, il s'est un peu auto-saboté. Voilà. Et besoin aussi, de son côté, de trouver un nouveau why au-delà de l'argent. C'est pour ça que j'ai bien aimé le call avec lui, c'est qu'il n'était pas en mode coach, fais ci, fais ça. Mais c'était juste un échange avec un mec qui a vécu avant moi ce que je suis en train de vivre, et qui aussi d'ailleurs par ailleurs il le vit aussi. Il me partageait son point de vue et ça a matché, et il a beaucoup plus d'expérience que moi dans l'accompagnement aussi de créateurs, le scaling d'agence, etc. Donc voilà, très très cool. Donc on est un peu tous les deux au même carrefour, qui est le suivant. Qu'est-ce qui nous drive quand la survie n'est plus la motivation ? C'est trop fort. Donc conclusion. Je n'ai pas un problème de business, j'ai un problème d'identité et de purpose. Donc tout le tactique, SOP, équipe, stratégie de contenu, je sais déjà le faire. Et je l'ai prouvé plusieurs fois. Alex Hormozy, il disait « You need to have undeniable proof that you are what you say you are ». Tu dois avoir des preuves incontestables que tu es ce que tu dis être. Et moi, faire des SOP, monter une équipe, stratégie de contenu, faire de l'argent en ligne, monétiser des compétences, etc., j'ai un nombre de preuves incontestables. Même un hater, je lui montre le nombre de choses que j'ai accomplies dans les chiffres, dans la réalité, il ne pourrait pas dire que je ne suis pas capable de ce que je fais. Donc tout le tactique, ce n'est plus un problème. Le travail maintenant, il est un peu interne sur ces 2-3 prochains jours. Je ne vais pas y passer 4 ans parce que je sais comment je vais chercher mon why, ça va être très rapide et je vous le partagerai. J'ai un protocole précis pour ça. Et fuck tous ceux qui disent que ça prenne des mois et que ça prend des années aussi à se trouver. Non, pas du tout. Pas du tout. Si tu sais comment réfléchir à ça, non, ça prend pas autant de temps. Et t'as pas besoin d'aller en Colombie faire tout un tas d'expériences un peu chamaniques pour trouver ton why. Donc, le travail que je vais faire maintenant sur les 3-4 prochains jours, trouver mon nouveau why, décider si je veux être un créateur ou si je veux juste en parler. je suis un peu dur avec moi. Prendre le leadership avant que la crise arrive, donc anticiper toutes les crises qui peuvent arriver si je ne bouge pas. Arrêter d'attendre que la pression me force à agir. Le grand test de tout ça, c'est en avril, j'ai un trip en Europe avec ma chérie. C'est la première fois qu'elle va quitter l'Indonésie. Et moi, la première fois que je vais emmener aussi une amoureuse en trip en Europe. La première fois que je vais prendre des vacances ici pour avoir un bon moment. Enfin, après un bon moment. Et ce sera un peu le test de est-ce que ça fonctionne sans moi ? Est-ce que j'ai suffisamment bien construit mon mindset et mon équipe pour que ça tourne sans que je panique ? Je pense que ça marquera un peu la conclusion de cette vidéo. Merci les gars d'avoir été là. Je sais pas la manière dont elle sera. Ça se trouve, ce sera une vidéo de 2 heures. On verra. Mais en tout cas, c'est
C'est incroyable cette nouvelle année. Je sais pas quand est-ce qu'elle va être postée. Là, moi, je le tourne le 3 janvier. J'ai pas encore de monteur. J'ai beaucoup tourné de vidéos, mais j'ai pas encore trouvé de monteur. Donc, si elle termine en février-mars, bah, écoutez, vous aurez mes résolutions un peu plus tard.